Valoir-Galibier présente Entre deux cols, le podcast de Valoir. Entre deux cols, c'est le podcast de Valoir qui met en lumière celles et ceux qui font vivre la station au quotidien. Habitants, professionnels, créateurs, sportifs, artistes ou invités de passage, chaque épisode donne la parole à des femmes et des hommes au parcours riche, engagés et passionnés qui façonnent l'identité de Valoir. À travers leurs témoignages, ce podcast raconte la destination autrement, par l'humain, les rencontres et les expériences vécues, bien au-delà des paysages. Un format d'échange sincère pour découvrir Valoir de l'intérieur. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à tous, moi je m'appelle Christophe. Bonjour, moi c'est Steve. Peut-être aller plus loin, non? On cut, de toute façon tu cut et tu refais. Hein. En fait, le truc c'est qu'à chaque fois, Christophe il dit toujours, tu sais, il attend que je parle, il me dit toujours bonjour, je m'appelle Christophe. Il me regarde, bonjour, je m'appelle Steve. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode d'Entre deux cols, le podcast de Valoir. Aujourd'hui, je ne suis pas avec un invité, mais deux, Christophe et Steve, fondateurs de la ferme des Étroits. À l'origine, c'est toi, Christophe, qui a fondé la ferme. Puis toi, Steve, tu as rejoint l'aventure, mais vous allez tout nous raconter. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Christophe, je suis paysan de montagne. Je suis normand et ça fait 26 ans que j'habite à Valoir. Et moi c'est Steve, donc je suis paysan de montagne aussi depuis 2020. J'ai rejoint Christophe dans cette aventure. À la base, j'étais sapeur-pompier professionnel et j'ai fait une reconversion professionnelle pour m'intégrer au projet de Christophe et de la ferme des Étroits. Et toi, Christophe, tu as toujours été agriculteur ? Alors au début non, j'étais dans la restauration et puis quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de prendre mon envol et c'est là où je suis arrivé à Valoir et j'ai commencé à travailler en tant que berger sur une exploitation agricole. Et comment est née la ferme des Étroits ? Alors, d'où vient ce nom ? Alors le nom de la ferme des Étroits, c'est le nom du lieu-dit en fait. Ici on est vraiment sur les Étroits qui fait partie du hameau de Bonne-Nuit. Et c'est des propriétaires, donc deux sœurs et un frère, qui au moment de l'indivision n'arrivaient pas à se mettre d'accord, m'ont proposé d'acheter les 4 premiers hectares de la ferme. Et donc j'ai commencé ici, donc avec dans les petits chalets en bois qui sont juste à côté du bâtiment, avec une vache et 4 chèvres. Très petite exploitation. Et aujourd'hui, combien vous avez de bêtes à la ferme des Étroits ? Aujourd'hui, sur l'exploitation, nous avons 12 vaches laitières de race Tarine et Abondance, vaches pour la production de lait à Beaufort, et puis 25 chèvres, chèvres de Savoie, une chèvre qui a failli disparaître et qui on a remis en plan de sauvegarde avec une association. Et je vois des poules à travers la fenêtre aussi. Peut-être que vous pouvez en parler. Alors c'est toujours notre petite basse-cour, parce que dans une ferme, il faut une basse-cour. Donc on a effectivement des poules qui sont là pour nous faire des œufs. On a également des lapins pour changer un peu la viande, pour nous faire de la viande. Et puis des poulets et des oies, nos chiens de garde. Ça va, c'est moins méchant que les malinois ou autres races. Vous produisez un fromage propre à Valoir, une spécialité valoirinche, le persillé de Valoir, un fromage qui avait été oublié pendant plusieurs années. Peux-tu nous expliquer, peut-être Christophe ou toi Steve, comment vous avez réussi à produire de nouveau le persillé de Valoir ? Alors je prends la parole au début, mais c'est vraiment une histoire propre à Christophe, puisque c'est lui qui a retrouvé cette recette grâce aux anciens. Et donc, il est plus à même d'expliquer un petit peu, pas tous les secrets de la fabrication, mais en tout cas, un petit peu de sa fabrication. Le persillé, donc, c'est un fromage emblématique de Valoir que les anciens fabriquaient. Donc, c'est un fromage à base de lait de vache et de lait de chèvre, à proportion 2 tiers, 1 tiers à peu près. Pas tout à fait, mais voilà. Et puis, donc, avec un caillé reporté. C'est-à-dire que je vais faire des petites tomes toute la semaine et 1 fois à 2 fois par semaine, toutes les petites tomes, je vais les émietter pour les remélanger dans le cahier frais du jour pour en faire des plus grosses qui permettent de se conserver plus longtemps et donc de faire des fromages qui ont un peu plus de goût, un peu plus d'arôme. Et donc on peut le trouver aujourd'hui qu'à la ferme des Étroits, ce persillé. Donc ce fromage, on peut le retrouver aujourd'hui effectivement soit à la ferme des Étroits, soit le vendredi matin sur le marché de Valoir. Et puis après, sinon, à la crèmerie, donc notre magasin dans le centre du village. Donc vous êtes vraiment le dernier ou le seul agriculteur sur Valoir à produire ce fromage-là ? Tout à fait, puisqu'il faut les 2 laits mélangés. Et aujourd'hui, on est les derniers à avoir les 2 troupeaux sur la commune.
Comment est arrivé le persillé à Valloires? Pourquoi ce fromage-là? Alors autrefois, les fermes de Valloires avaient 1 ou 2 vaches, dans chaque famille avec, 4-5 chèvres et éventuellement une dizaine de brebis et pour les un peu plus aisés ou les familles modestes avaient un mulet en plus. Les chèvres, elles faisaient un peu de lait, mais pas énormément et puis, les vaches aussi. Le lait de vache était écrémé. Avec la crème, ils faisaient du beurre qui était vendu, sur le marché à Valloires ou surtout à Saint-Jean et puis, avec le lait écrémé, il fallait en faire du fromage. Donc ils faisaient de la tome, maigre, on va dire, avec aussi le lait de chèvre. Mais ça faisait comme les troupeaux étaient petits, ça faisait des petits fromages qui étaient pour le coup, secs, qui s'affinaient très vite, qui séchaient très vite. Et donc, l'avantage de faire cette méthode de fabrication qu'on appelle en cahier reporté, ça permettait de faire des fromages plus gros et qui du coup s'affinaient plus longtemps et qui permettaient aussi de moins vite sécher et donc qui pouvaient revendre plus facilement. Après, il y a eu une course au persillé qui était bleusi, en fait, on dit en patois, donc qui était bleu. Donc aujourd'hui, on ne peut plus reproduire ce qui se faisait autrefois pour des questions d'hygiène, de santé humaine. Donc aujourd'hui, on a des persillés qui bleuissent tout seuls à l'intérieur ou pas, mais ça dépend des saisons. Voilà. C'est un peu la surprise quand quand tu coupes le fromage, tu découvres que, il y a une petite veine de bleu, donc on est content de le proposer à nos clients. Combien de temps, tu as mis, pour, retrouver le goût du persillé de Valloires? Combien de temps tes essais ont pris pour que tu arrives à la phase finale? Il a fallu un peu plus de 5 ans, on va dire, pour réussir à trouver en faisant des essais toute l'année, puisque du coup, il fallait réussir. Donc en fait, j'ai écouté, j'ai été voir des anciennes familles de Valloires. On peut dire les noms, hein, mais je veux dire des grandes familles de Valloires qui avaient des troupeaux sur la station. Et en fait, en me disant, mon arrière-grande-tante, ma tante, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je les voyais, ils faisaient comme ça, comme ça. Et puis après, à force d'essayer, et puis un jour, il y a les anciens, donc les 2 Pierrots, hein, les anciens paysans de Valloires, qui étaient dans le centre du village, et m'ont dit: «Ne change rien, c'est parti». Et c'est comme ça que, en gros, j'ai rien changé et j'ai continué la fabrication telle qu'elle était. Est-ce que c'est devenu votre fromage, best-seller, votre meilleure vente ou ça reste quand même le fromage, le Beaufort, la Tome de Savoie? Ça fait partie des fromages signature, c'est-à-dire qu'on est les seuls à le produire, donc c'est vrai que sur le marché ou dans le magasin à la crèmerie, nos clients viennent aussi pour acheter le persillé parce qu'ils l'en trouvent nulle part ailleurs. Est-ce que beaucoup de clients connaissent déjà ce fromage ou ils découvrent en vous rencontrant? Les 2, mais je dirais une partie le connaît déjà. On a été beaucoup médiatisés sur le sujet avec, cette belle histoire, qui est la fabrication du persillé. Du coup, c'est vrai qu'on vient nous découvrir des fois sur le marché et on nous demande le persillé de Valloires. Ils veulent goûter le persillé de Valloires. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le persillé de Valloires, comment le décririez-vous? C'est une fabrication, ça ressemble vraiment à la tome, avec un petit grain un peu plus prononcé. Donc c'est un mélange, on va dire, avec, qui va être un peu plus gras, on va dire un peu comme la tome, mais un peu plus sec aussi, et des fois un peu comme certains bleus qui peuvent être produits, dans la vallée. Et donc du coup, c'est un fromage un peu plus sec, mais surtout c'est un fromage qui a du goût. En fait, puisqu'on lui demande, enfin nous ici, on les garde minimum 6 mois en cave avant de pouvoir les commercialiser. Donc ça fait un fromage qui n'est pas amer, qui n'arrache pas non plus. On est obligé de s'accrocher à la table pour pouvoir le manger, mais c'est un fromage qui a du goût et ça, c'est important en fait. C'est un bon goût en fait. Ouais, c'est un fromage qui a du caractère. Au marché, quand j'ai des clients qui aiment le fromage qui a peu de goût, je leur propose pas forcément le persillé. Par contre, les amateurs de fromage, c'est directement vers ce fromage que je les dirige parce que c'est vrai que c'est un fromage qui a du goût, qui a du caractère et du coup, il plaît énormément. Parmi toutes vos bêtes, est-ce qu'il y en a une qui a une histoire plus particulière ou qui est peut-être devenue la mascotte de la ferme, un attachement particulier? Je sais pas s'il y a vraiment un animal. En fait, on va dire, parce que c'est un peu nos filles, hein. Donc on est comme un peu chaque famille normalement constituée, c'est qu'on n'a pas forcément de favorites, on a plus d'affinités avec certaines, que ce soit certaines vaches ou certaines chèvres. Il y en a qui vont être plus câlines, plus affectueuses, d'autres qui vont être un peu plus solitaires, un peu plus rebelles aussi.
Et du coup, c'est dans leurs traits de caractère. Mais de là à dire qu'on a une favorite, on n'en a pas forcément, mais on a un attachement. Mais c'est pareil, c'est valable aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus celle qu'on n'aime pas ou voilà. C'est dans l'ensemble, on aime tout le monde au même prix et voilà, on en prend soin pour tout le monde pareil. S'il y a une confiserie pour l'une, c'est pour tout le monde. Vous arrivez à les distinguer? Ah oui. Nous, ça nous paraît tellement pas du tout possible, quoi. Bah, quand tu travailles au quotidien avec les animaux, c'est sûr que à force, tu vois, tu reconnais les traits de caractère, les différences entre chacune. Après, ça peut être la forme de la mamelle, la couleur. Enfin, voilà, tout ça, ça nous permet de les reconnaître. Après, c'est tous les jours, donc c'est normal. C'est comme à l'école, une maîtresse qui va connaître l'ensemble de ses enfants. Mais tu vois, c'est la même chose. Du coup, pour revenir sur les races, vous nous avez dit que vous aviez voilà, des tarines et des abondances. Donc, tarines, tout de suite, on pense à la vallée de la Tarentaise, la vallée voisine parallèle à la Maurienne. Est-ce que cette vache tient ce nom grâce, enfin, ou du moins de la vallée? Et puis pareil pour l'abondance, peut-être de Haute-Savoie? Tout à fait. Donc, c'est deux races de vaches. Effectivement, l'abondance, elle vient du Val d'Abondance, en fait. Donc, vraiment au-dessus du lac Léman. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment la vache typiquement locale vraiment du Val d'Abondance. Donc, une vache qui va être un peu plus ronde, un peu plus carrée, un peu plus productrice de lait aussi. Et puis après, plus calme, plus pataude éventuellement. Et puis après, on va avoir aussi donc la Tarine, effectivement, qui vient de son berceau de la Tarentaise. Une vache qu'on retrouve essentiellement aussi dans toute la Savoie. Et particulièrement parce que c'est une vache qui est très habile sur ses pieds et qui est, on va dire, une vache 4x4 qui s'adapte très bien au terrain, qui s'adapte très bien aux conditions de montagne. Très chaud la journée, frais la nuit, un orage. Elles, les variations de température, ça leur fait rien. Un peu plus de caractère aussi et un peu plus fine que l'abondance par contre. Si vous croisez un troupeau, la tarine, c'est plutôt les vaches au pelage marron. Voilà, marron clair. Voilà, et donc l'abondance blanc et marron Acajou. acajou, voilà. Voilà. Avec les lunettes. Avec les lunettes bien dessinées autour des yeux. Mais sinon, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et on vous expliquera soit au magasin, soit le vendredi matin sur le marché. On vous dira exactement où est le troupeau pour que vous puissiez venir nous voir ou nous apercevoir pendant la traite ou lors de vos balades dans la journée pour savoir où elles sont en train de pâturer. Pour les chèvres, est-ce que c'est comme les vaches? Vous avez des races, plusieurs races? Comment ça se passe? Alors, ici, à la ferme des Étroits, on n'a qu'une seule race, c'est la chèvre des Savoies. Donc, il faut savoir qu'il en existe déjà plein des races. Il y a l'alpine chamoisée, qui est celle qu'on retrouve beaucoup en France et pas mal en Savoie et dans la région Rhône-Alpes, qui est marron. La Saanen, qui est toute blanche. Et puis ensuite, il y a plein d'autres races. Il y a la chèvre des Fossés, il y a la Corse, il y a la Poitevine et d'autres races comme ça à faible effectif. Pourquoi on a choisi la race de la chèvre des Savoies? C'est parce que c'est une race locale et qu'on travaille ici avec des races locales. Donc on a parlé de la tarine et d'abondance, mais également pour les chèvres. Donc c'est une vraie fierté de travailler avec des races locales, puisqu'on perpétue aussi cette race. Il faut savoir que c'est une race qui a été reconnue officiellement qu'en 2020. Donc ça fait que depuis 6 ans, il y a eu un gros travail de l'association de la sauvegarde de la chèvre de Savoie qui a été fait, je crois pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années, pour la reconnaître en tant que race. Et donc, c'est un gros dossier pour démontrer que génétiquement, elle ne dépendait pas d'une autre. Juste pour un titre de comparaison, la Saanen, donc c'est la chèvre de Monsieur Seguin, la toute blanche, il y en a 400 000 en France. L'alpine chamoisée, il y en a 300 000, 350 000. Et la chèvre des Savoies, il n'y en a que 1000. Ah oui, donc... Donc voilà, pourquoi elle a été un peu abandonnée? C'est juste parce que c'est une chèvre qui produit pas autant de lait que les autres. Elle produit 1 à 2 litres de lait par jour. Donc les croisements et puis le désintérêt de la race a fait qu'elle a été un peu abandonnée. Et donc on fait partie de cette association avec une quarantaine d'éleveurs qui essayons de sauvegarder, sauver cette race. Et qu'est-ce qu'elle est de particulier? Voilà, c'est la chèvre des Savoies, donc elle est ici sur son territoire. Elle est un peu plus costaud, un peu plus lourde, un peu plus trapue, et elle s'adapte très bien à son milieu de la montagne. Donc des pentes difficiles, des rochers, des cailloux, et également un climat, on en parlait pour les vaches, mais un climat aussi de montagne qui peut être rude, à la fois des canicules, du froid, de la neige, de la grêle, des orages, du vent. Et voilà, c'est une chèvre malgré tout qui s'adapte bien. Et en plus de ça, elle valorise bien l'herbe de la montagne,
la prairie, puisque on n'a pas besoin de semer du raiegras, du sainfoin, du trèfle, de la luzerne. Elle va manger dans la prairie ses besoins, enfin Ce qu'elle va ce trouver. qu'elle va trouver. Et elle va produire son lait tous les jours, enfin, tous les matins et tous les soirs à la traite. Non, c'est important pour nous, c'est une vraie fierté, et pour nos visiteurs aussi d'expliquer qu'on est dans une démarche avec un petit troupeau de chèvres, de vaches, une petite production, voilà, une ferme à l'échelle humaine, traditionnelle, voilà. Donc c'est important aussi de travailler avec ces races-là pour voilà, ça fait partie d'un projet, on va dire. Vous nous avez expliqué donc d'où vient le nom La Ferme des Étroits, donc le lieu-dit. Il me semble qu'avant, à un moment donné, pendant votre histoire de ferme, la ferme se trouvait au Villard. Comment ça se fait? Et puis après, vous êtes revenu du coup aux Étroits. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce petit voyage entre hameaux En fait, donc la ferme, il y a 19 ans, quand j'ai commencé, donc dans mes petites cabanes en bois, avec ma vache et mes 4 chèvres, j'ai vécu avec pendant 1 an et demi. C'était très spartiate, c'était pas du tout confortable, mais bon, j'étais bien quand même. C'est juste que, en fait, il s'est passé que c'était le seul hiver où il y avait eu autant de vent et autant de neige. Donc j'étais enseveli plusieurs fois par les différentes tempêtes. Donc au bout d'un moment, c'était plus possible. Donc avec l'ancienne municipalité, il s'est trouvé qu'il y avait une vieille bâtisse au Villard qui n'était pas utilisée. Et donc j'étais en location donc dans cette maison. Et donc c'est là où après, j'ai agrandi le troupeau, j'ai commencé l'auberge à la ferme. Et puis après, il est arrivé une rencontre avec mon chéri, donc avec Steve. Et après, il y a un moment donné, s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était l'un ou l'autre qui mettait sa vie professionnelle entre parenthèses? Et puis, en fait, soit c'était donc Steve qui s'arrêtait, et puis la question c'était de savoir ce qu'on faisait de la ferme. Donc, il a fallu, on s'est dit si on fait ça, faut agrandir. Donc, faut pour qu'on puisse vivre à deux sur l'exploitation. Et donc, c'est comme ça que le bâtiment a été construit à côté, à 10 mètres des cabanes en bois. On les voit depuis la fenêtre. Que ça, c'est pour avoir le petit lien et toujours l'explication à nos clients aussi, nos visiteurs, que voilà, l'histoire elle s'est construite au fil du temps et que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées et que la ferme elle s'est créée aussi grâce à ça. Et donc toi, Steve, alors t'étais pompier. Tout à fait. T'es arrivé comment à Valloires? Une opportunité professionnelle ou vraiment peut-être grâce à Christophe? Là, pour le coup, autant dire que je ne connaissais pas trop Valloires, on va dire, puisque c'était mon secteur opérationnel quand j'étais sapeur-pompier professionnel à Modane. Donc oui, je connaissais, on va dire, de nom la station, mais pas parfaitement, ou je connaissais pas tous les hameaux et toutes les spécificités de Valloires. Et effectivement, quand j'ai rencontré Christophe, du coup, je suis venu un peu plus souvent à Valloires. Puis finalement, j'y suis resté. Malgré la route un peu sinueuse parfois. Malgré la route effectivement sinueuse, malgré les cumuls de neige et le col du Télégraphe qu'il faut aussi franchir. Malgré tout, voilà, je me suis installé depuis 2020, et puis le projet du coup de la ferme qui a commencé en 2018. Et donc du coup, m'a permis de faire une transition au niveau des pompiers pour m'installer ici à Valloires définitivement en 2020. Quand tu es venu t'installer sur Valloires, tu as changé de caserne? Tu étais sur Valloires? En fait, j'étais à Modane affecté en tant que professionnel. Et effectivement, voilà, dans le jargon, on va dire administratif, j'ai posé une disponibilité. Donc j'ai arrêté ma carrière professionnelle. J'ai stoppé en fait pour faire de l'agriculture mon métier. Et à côté de ça, effectivement, j'ai intégré le centre de secours en montagne de Valloires en qualité de sapeur-pompier volontaire. Donc là, du coup, j'ai pas du tout le même statut. Et puis voilà, du coup, aujourd'hui, je suis toujours pompier volontaire à la caserne de Valloires. Et j'y passe un petit peu de temps. Steve, en tant que pompier, est-ce qu'il y a des qualités de ton métier d'origine que tu as pu appliquer à ton métier d'agriculteur? T'as vu sa tête? Ah, d'accord. Donc là, on a le message. Après, effectivement, je ne connaissais absolument rien. Hein, Christophe, on est d'accord? On a perdu Christophe. Problème de son.
J'ai pas de retour là. On appelle un gestion. Donc, effectivement, contrairement à Christophe, je ne suis pas né dans une famille issue de l'agriculture et qui, voilà, je suis d'Arcachon et de plus précédemment de la Teste de Luche. Donc, effectivement, l'agriculture, c'est pas, il y en a, mais différentes, on va dire. Et j'ai tout découvert avec Christophe sur le tas. En termes de qualité de compétences, bon, mais voilà, c'est vrai que j'en apprends encore tous les jours. Euh, je travaillais plus avec l'humain, on va dire, et l'opérationnel plutôt qu'avec les animaux. Ce que ça m'a permis, c'est d'aider effectivement à construire le projet. Parce qu'effectivement, en qualité d'officier chez les sapeurs-pompiers, j'ai quand même fait de l'opérationnel, mais aussi beaucoup d'administratif et de paperasse. Et du coup, de traiter avec les différents organismes que sont la DDT ou les différents partenaires aujourd'hui agricoles qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il faut de la patience, il faut de l'organisation, il faut de l'anticipation et aussi un peu d'acharnement et de persuasion aussi. Et du coup, c'est vrai que pour construire le projet, ça a aidé pour que voilà, ils sortent parce que ça n'a pas été simple. C'est un projet coûteux qui n'a changé nos vies et du coup, voilà, il y avait beaucoup d'implications et beaucoup de choses à faire et à mener pour que ça se fasse. Donc ça, effectivement, on va dire que c'est un peu une partie que je maîtrise, on va dire. Et puis après, voilà, tout le côté relationnel et tout ce que je fais aujourd'hui, la commercialisation, voilà, le contact avec l'humain, c'est ce que j'ai aussi fait dans mon ancien métier, on va dire. Donc aujourd'hui, voilà, ça se passe relativement bien et voilà, ça a permis de faire avancer la ferme. Pour revenir un peu sur le listing de toutes vos activités, alors peut-être que je vais en oublier, donc vous me reprenez, mais vous avez donc votre présence sur le marché de valeur tous les vendredis, la gestion de l'auberge, avec donc les chambres d'hôtes, les repas fermiers le soir, les petits déjeuners également, donc fermiers avec tous les produits que vous produisez, les visites de la ferme, la crèmerie, la cabotte de Joseph, et donc toi Steve, chef du centre de secours de Valloire. Donc voilà, les journées sont très rythmées, je pense. Vous ne devez pas vous ennuyer. Comment vous arrivez à organiser tout cela? Vous pourriez peut-être nous raconter une journée type dans votre peau? C'est une très bonne question. Eh ben, pour moi, une journée, on va dire une grosse journée d'été, en fait, puisque l'été, c'est là où il y a la production de fourrage en plus. Ça va être le matin, ça va être du coup réveil à 3h30. Et puis pour un départ à 4h moins le quart pour aller faire la traite des vaches. Et puis après, rendez-vous à 6h moins le quart au croisement de Valmeinier pour déposer le lait pour la fabrication du Beaufort, puisque on livre à la coopérative, donc le point de rassemblement est au croisement de Valmeinier. Retour à la maison vers les 6h05, 6h10. L'entretien des bidons à lait, éventuellement 2-3 bricoles. Après 7h, l'heure du petit déjeuner avec notre fils. Donc, puisque ça correspond à son réveil. Après, un peu d'activité, puis après, vers 8h, 8h30, les petits déjeuners. Service des petits déjeuners pour les 3 chambres d'hôtes. Et puis, moi, je commence à préparer un petit peu à manger pour le service du soir. Et puis, après, on arrive déjà bientôt à 10h30. Donc là, en général, je pars s'il y a du foin à brasser ou à endainer. Après la pause de midi qui est très rapide parce que généralement je repars au foin après l'après-midi. Après j'arrête vers les 3h30, 4h pour faire la traite des vaches. Puisqu'il faut à peu près 12 heures entre chaque traite. On va dire 11-13, allez, pour être large. Et puis après, une fois que la traite est finie, il va être 6h30, je rentre à la maison, je finis la cuisine pour le service du soir. 20h, les premiers clients arrivent, on est avec Steve. Steve m'en sert les entrées, les plats chauds. Et généralement, je repars, une fois que les plats chauds sont partis, vers 9h30 pour aller faucher. Jusqu'à 11h, minuit, des fois un peu plus. Puis après, c'est la douche et le dodo. Et puis après, ça c'est pour les journées les plus chargées. Bon, donc du coup, si on est bon en calcul mental, ça fait 3h30 de sommeil. Il y a une petite sieste quand même. Ah. Il y a une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes après manger quand même, que j'ai pas précisé, mais voilà. Mais quand s'il y a l'orage qui menace le soir, c'est sûr que la sieste,
elles Dépendant sont dépendant de la météo, des réservations, des jours. Donc voilà, c'est un peu. c'est tout est une organisation. Il faut éviter au maximum les grains de sable dans les engrenages parce que sinon on peut être vite débordé et au final, bah, il n'y a rien de bien fait, ni la traite, ni la cuisine, ni le fourrage pour l'hiver. Du coup, il n'y a rien de vraiment bon. Donc il faut rien laisser au hasard, il faut essayer d'être le plus organisé possible. Et puis après, bah, pour Steve, lui, c'est lui qui va raconter ses journées aussi parce que on ne travaille pas, on est ensemble sur la même exploitation, mais on ne fait pas du tout les mêmes travaux. C'est Donc, ça. Moi, on va dire que c'est un peu plus light, on va dire, malgré tout. je te Mais laisse la place. le départ pour moi, il est aux alentours des 5 heures, avec la traite des chèvres. Donc, tout simplement, soigner les animaux, donner à manger aux cochons, ouvrir les poules, sortir les chèvres. Ensuite, je passe en fromagerie. Il va être jusqu'à 7 heures, au moment du réveil de Louis, notre fils, avec du petit déjeuner. Ensuite, en fonction du moment de l'année, ça va être soit des pauses à l'école, soit chez la nounou, soit c'est le week-end, il reste avec nous. Et ensuite, ben, ça dépend des jours. Donc il peut y avoir visite le matin, visite de la ferme, apéritif fermier, ou administratif, facturation, ou sinon réceptionner des commandes en boutique. Oui, donc il n'y a pas ou profiter de la terrasse au soleil. Non, non. Après, c'est normal parce que voilà, on travaille saisonnier. Bien sûr. Il y a des moments plus calmes, malgré tout. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Donc après, il y a une pause pour le déjeuner. Je fais rarement de sieste parce que je n'arrive pas à faire 15 minutes de sieste ou une demi-heure de sieste. Je ne peux pas. Je sais faire que 2 heures ou rien. Et après, quand je fais 2 heures, je suis mal réveillé. Donc, on ne veut pas que j'en fasse. Donc, je continue. Je fais de l'administratif. Et puis après, je rattaque l'après-midi puisque je fais la traite des chèvres à peu près vers 4 heures, de manière à être disponible pour récupérer notre fils le plus tôt possible, on va dire, pour aller après au parc et pour aller le faire bouger un petit peu. Mais voilà, c'est entremêlé de différentes activités, coup de téléphone, réservation, préparation, aide avec Christophe pour s'il a besoin d'aide. Voilà, il y a toujours vraiment quelque chose à faire. Effectivement, la journée est rarement terminée à 20 heures, puisque c'est le moment du coucher de notre fils. Donc après, il y a un service à assurer. Il est à 20 heures aussi, parce que l'autre fils se couche à 20 heures, donc du coup, ça nous arrange bien. Et donc, quand c'est le moment du service, ben, on peut avoir entre 15 et 30 personnes. Donc, ben, du coup, c'est parti, hein, un peu de service, un peu de vaisselle, un peu même de fromagerie des fois quand le soir, j'ai manqué 2-3 choses. Et voilà, ça se termine aux alentours des 23 heures, fin du SANS. Et après, voilà, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup je sais pas s'il y a vraiment des journées vraiment type, tellement il y a d'activités, tellement il y a de choses à gérer. En fait, le mot d'ordre, c'est organisation, anticipation. Et si on a réussi à faire ça, je pense que la journée se passe bien. Pour Louis, ça doit être chouette. L'école se termine, je retrouve mes petits animaux de compagnie, quoi. Est-ce qu'il a un attachement ou peut-être encore trop jeune avec les animaux comme vous Dire que je sais pas s'il a des attachements, mais par contre, il est sensible quand même. C'est que quand il y a un animal qui n'obéit pas forcément, il sait réprimander la chèvre. Par exemple, pour lui dire, toi, t'as pas été gentil avec Papou, donc je te tape. Voilà. Et puis, et puis après, il va lui dire, si t'es pas contente, tu vas au coin. Donc voilà. Après, si vous venez à la maison, bah, vous verrez que la terrasse est un peu envahie de jouets, puisque du coup, bah, comme Papou, hein, il va avoir 2 tracteurs. Donc un orange, et puis alors moi j'ai un bleu, mais lui il a un petit vert. 2 petits, donc comme Papou, un petit, un gros. Et puis après, c'est comme papa, et bah, du coup il a 2 vélos. Un vélo qui va partout et un petit, donc du coup voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça, donc il s'ennuie pas. Après, quand il est dehors avec nous, vous verrez, il a tendance à être un peu, à s'étaler un peu. Mais Ouais, il a plein d'énergie et du coup, on va dire qu'il envahit la terrasse et les espaces
Il est comme à la maison, mais en tout cas, effectivement, il préfère rester bien à l'extérieur plutôt que de rentrer à la maison. Quelles sont les spécificités du métier d'agriculteur ici à Valloires par rapport à d'autres régions, peut-être en plaine? Ici, la particularité, c'est vraiment qu'on est en haute montagne pour nous, en tout cas à bonne nuit. C'est-à-dire comme on est à 1760 mètres d'altitude, on est très dépendant du climat. Donc ça veut dire qu'on va avoir 6 mois à peu près d'hiver, donc où les bêtes, tout le monde va être à l'intérieur. Et après, on va avoir 4-5 mois où les animaux vont être dehors. Et on va dire un mois et demi maximum pour faire la production de fourrage pour les 6 mois d'hiver. Donc c'est vraiment une concentration et une pression, on va dire, sur la période estivale pour pouvoir passer un bon hiver. La situation serait inversée, on se poserait bien moins de questions, bien moins compliquées. Comme en plus on veut respecter le cahier des charges de l'appellation Beaufort, du coup il y a des contraintes supplémentaires qui sont pour moi faciles à aborder et appréhender, mais par contre c'est vrai que c'est le côté un peu contraignant, on va dire, de la montagne. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Alors qu'en plaine, c'est vrai qu'il y a les périodes de moisson, les périodes de fenaison aussi, mais on n'est pas, on est plus à l'abri ici, enfin ils sont plus à l'abri, pardon, en bas. Et à la limite, nous ici en montagne, on a cette faculté, c'est qu'on a peut-être plus de facilité à être résilient face au changement climatique. Après, il y a peut-être le fait que ce soit la montagne, quoi, donc c'est tout en pente. Donc c'est plus compliqué à faucher, c'est plus compliqué à faire le fourrage. Pareil pour parquer les animaux, c'est technique, Christophe? Ouais. Casse-pattes. Oui, On est tombé plusieurs fois, je crois. oui, on s'y fait. On apprend à avoir le pied montagnard. Comment se déroule une année à la ferme entre l'hiver et l'été? Plus donc d'avoir la saisonnalité au niveau du climat, on a en plus la saisonnalité au niveau du flux touristique, puisque du coup on va avoir donc 2 intersaisons, printemps et automne, où finalement il y a quasiment plus personne dans la station à part les résidents. Donc on va être entre 1000 et 1200, allez, grand maximum. Donc là, d'un point de vue de la vente et de la commercialisation, ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus léger. Administrativement, c'est là aussi où il y a le plus de travail parce que finalement, il y a tout ce qui est gestion, clôture d'exercice comptable, gestion des stocks, préparation de la future saison avec les personnels, les embauches, les recrutements. Et puis après, on va avoir la saison des saisons, on va dire estivales, où là, on a du monde et, comme je disais, les productions de fourrage et la gestion du flux touristique. Et puis, par contre, la saison d'hiver, une énorme saison, puisque là, pour le coup, c'est là où vraiment il y a énormément de monde sur la station, puisque Valloires est une station de sport d'hiver. Donc avec le ski, les randonnées et toutes les activités qui dépendent de la neige, finalement, en plus des randos. Et donc, c'est là où finalement il y a le plus de travail pour nous en plus. Économiquement, c'est vrai il faut concentrer nos activités commerciales sur les 6 mois de l'année. Donc, il faut apprendre de cette saisonnalité et voilà, faire une fabrication et anticiper la fabrication de fromage pour ces périodes qui sont de forte affluence. Parce qu'on sait très bien que pendant les 6 autres mois de l'année, ce sera calme. Donc, on aura du travail toujours, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous impose pareil, de l'anticipation, de la rigueur et puis de l'organisation. Si vous deviez choisir le moment dont vous êtes le plus fier depuis la création de la ferme, lequel serait-ce? Il y en a plein. Ah bon, il y en a plein? Il y en a plein. Il y en a plein. Bien évidemment, quand on est dans l'élevage, il y a des mauvais moments, ça c'est sûr, parce qu'il y a des attachements, comme on en parlait avec les animaux. Donc quand il y a des pertes, effectivement, il y a des attachements. Donc on n'est pas forcément le mieux, on va dire, psychologiquement. Après, il y a toujours un peu le sentiment d'échec. Après, quand il y a le flux touristique, quand on n'est pas opérationnel et pas forcément bien luné, et que le client n'est pas satisfait, on se dit, bon, on s'en veut un peu aussi, on se dit, zut, bon, tu serais venu hier ou demain, peut-être que ce serait mieux, sauf que quand l'orage est passé, c'est trop tard, hein. Le client est reparti, on ne peut plus le rattraper. Et puis les bons moments, il y en a plein. Il y a eu notre mariage, il y a eu la
la naissance de Louis, de notre fils. Il y a eu quand on a pris la possession du bâtiment. Maintenant, c'est pas encore fini. Il y a encore des travaux à faire à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on a encore à faire, quand on voit la ferme des Étroits aujourd'hui, il y a une certaine fierté parce qu'au début, c'était pas du tout prévu comme ça. Même moi, quand je me suis installé, j'avais pas du tout envisagé ça. Il y a une certaine fierté, il y a une certaine aussi contemplation, on va dire, de notre travail qui a été fourni. Et puis le fait de savoir qu'il y a encore des événements à venir, en fait, ça nous tire vers l'avant et aller toujours au mieux. Donc, de toujours faire mieux. Donc, en fait, le meilleur moment, c'est quand tout sera réalisé. Peut-être que ça n'arrivera jamais parce que ce que vous dites, les projets sont toujours là. Et Toujours des projets. Toujours c'est être en chouette. projet. De manière à pas se contenter de ce qu'on a ou de... comment dire Toujours vouloir aller se au remettre mieux. en question, c'est un peu je pense que c'est important dans notre travail, en fait. Parce que ça nous permet de voir un peu plus, d'améliorer, de changer, de se dire, ça fonctionne pas, donc on va plutôt faire ça. Même sur la fabrication de fromage, qu'est-ce qui marche le plus? Ça a été un flop, du coup on change, c'est pas grave, et puis ainsi de suite. Et donc se remettre en question, c'est aussi une des clés pour avancer et pour se mettre en projet aussi. Pour conclure, est-ce que vous avez des projets? Donc du coup, maintenant j'ai la réponse. Oui, vous avez des projets Toujours des projets. ou des envies particulières pour les années à venir. Alors, vous n'êtes pas obligé, voilà, si... Partir en vacances? On y va là au mois de juillet, après on repart une semaine en août. Ouais, ça faut pas le dire. On part les 15 jours, de la Toussaint. La vie de famille nous On a a déjà imposé, fait- la vie de famille nous a imposé ce nouveau rythme. Mais c'est important parce que avec Christophe, on s'est dit, en tout cas, je ne sais pas si je te l'ai imposé parce que c'est pas forcément imposé quand on parle de vacances. Mais en tout cas, on a qu'une vie. Notre enfant, il a 3 ans et demi. Et si on veut profiter, c'est pas quand il en aura 15 ou quand il en aura 30. C'est maintenant. Donc, tant pis si on perd des ventes. Tant pis si on est fermé pendant une période. On profite avec notre fils qui aura une enfance des plus agréables avec son papa et son papou. Et puis, on verra la suite plus tard. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un nouveau rythme. Et puis, le rythme scolaire aussi. Le mercredi, les week-ends. Et puis, les vacances scolaires. Et on s'adapte. Et voilà, je pense qu'il est content de partir en vacances de temps en temps avec son papa et son papou, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en saison, il le voit et on le ressent chez lui aussi. Et puis après, les projets, pour avoir le détail, je vous laisse venir nous rencontrer du coup au fur et à mesure, puisque vous verrez, il y a des surprises. Et donc, venez nous voir, soit venez nous rencontrer, soit à la ferme, soit le vendredi, ou sinon, si vous voulez partager un moment un peu plus privilégié, venez manger le soir avec nous sur l'auberge. Donc, pour rappeler, c'est du mercredi soir au samedi soir, rendez-vous à 20h. Et attention, on est uniquement sur réservation. Vous trouverez donc toutes nos infos soit sur notre site internet, donc La Ferme des Étroits, et sinon, n'hésitez pas à voir avec l'Office du tourisme de Valloires. Ils se feront un plaisir de vous donner et de vous communiquer toutes les informations. On n'en a pas parlé au début, mais la ferme des Étroits se situe sur la route du col du Galibier. Donc, un endroit clé de Valloires, un lieu emblématique. Donc voilà, vous ne pouvez pas louper le bâtiment quand vous vous rendez au sommet du col. Voilà, n'hésitez pas à vous arrêter pour rencontrer Steve et Christophe. La petite pause vaut le coup. En tout cas, merci Steve, merci Christophe d'avoir partagé ce moment d'échange très riche. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt!